Donc Sika, toi, tu avais un parcours qui t'amenait pas forcément vers la céramique, mais plutôt vers le droit. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce virage au niveau de, voilà, de ce parcours et qu'est-ce qui t'a plu dans la céramique pour t'y lancer à corps perdu? Alors, effectivement, j'ai un cursus juridique à la base, mais ça a été un long moment pour arriver jusqu'à la céramique, qui pourtant m'a accompagnée depuis que je suis toute petite, puisque en fait, j'avais les mains dans la terre quand j'avais 5 ans. Je suis rentré dans un atelier de modelage à 5 ans et demi exactement. Et en fouillant un petit peu, j'ai même retrouvé une céramique que j'avais faite quand j'avais 3 ans en maternelle, en fait, où on avait eu la chance à l'époque de pouvoir faire des pièces cuites aussi. Et donc, du coup, elle est présente depuis toujours. Après, ça a été des autorisations qui m'ont demandé plus de 15 ans pour, enfin, des autorisations personnelles pour embrasser ce métier. Et puis donc, après, ça a été une reconversion à 34 ans. Et donc, super. Donc tu disais ouais qu'il t'a fallu des autorisations personnelles. Pourquoi c'est quoi ça? C'est quoi les blocages que tu avais? C'est quand tu t'autorisais pas Bah, quoi? en fait, moi, j'ai toujours eu une pratique artistique depuis que je suis vraiment enfant, parce qu'il y avait le modelage, mais il y avait aussi le dessin, etc., la peinture quand j'étais ado. Et c'est des choses que j'ai jamais envisagées comme un métier. Ça faisait peur pour plein de raisons différentes. On a tous un parcours familial qui nous est propre. Et en fait, c'est quand je suis rentrée dans un cours de tournage où là, déjà, je suis tombée mais vraiment amoureuse du tournage. Et en fait, ça a été, alors ça a été un long cheminement pendant 15 ans, mais ça a été la porte d'entrée, l'artisanat, ça me paraissait être quelque chose d'un peu plus sécurisant, alors que c'est très compliqué en vrai. Mais, euh, mais du coup, c'est ça qui m'a permis de faire un peu enfin, la bascule vers ce métier. J'ai fait 5 bilans de compétences dans ma vie. À chaque fois, il y avait la créativité qui revenait, le fait de, enfin, il y avait des éléments. Et à un moment donné, je me suis demandé, ben, dans quoi je suis, parce que j'étais vraiment perdu, hein, professionnellement. Et je me suis demandé qu'est-ce qui était présent depuis le début. Donc il y a eu la Terre, après il y a eu les cours de tournage, et puis petit à petit, en fait, on assemble tout ça. Mon parcours en sociologie, ça m'a permis de faire un mémoire sur les gens qui travaillaient à temps partiel volontairement. Du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens, parce qu'on avait des entretiens à faire, qui avaient réussi à bricoler en fait quelque chose où bah, ils gagnaient pas forcément beaucoup d'argent, mais en tout cas, ils arrivaient à se faire un modèle et qui tenait la route. Et du coup, je crois que tout ça assemblé, ça m'a permis en fait de me dire, bah ok, moi je vais trouver un moyen de faire ce que j'ai envie de faire. Trop bien. Donc toi, tu as un atelier en plein Lyon, tu as un atelier à la Croix-Rousse, Oui. si je me trompe pas. Tu as directement commencé là-bas et pourquoi tu as choisi ce quartier et quelles sont les difficultés? Parce que ça doit quand même être assez cher d'avoir un atelier là-bas, mais il y a quand même du tourisme. Alors, Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce oui. choix et des avantages et des inconvénients? Euh, En fait, avant de partir, parce que j'ai fait la formation à la Maison de la Céramique à Dieulefit, donc j'habitais Lyon avant de partir en formation, et j'avais envie de revenir dans cette ville que j'appréciais vraiment beaucoup. J'ai eu la chance extraordinaire pendant 3 ans en fait d'être accueilli dans l'atelier de Beat Ronfart, qui était ma maître de stage à l'époque et qui m'a fait une petite place dans son atelier pour que bah, je puisse commencer mon activité. Donc au début c'était un petit peu et puis après ça a commencé à prendre un peu plus de place. Donc il y a eu un moment où il y avait plus de place. Donc là, j'ai réussi à trouver un atelier au sein du Village des Créateurs, qui est une association qui aidait au développement de sa marque, on va dire, voilà. Et qui permettait d'avoir accès à des locaux sans forcément avoir un garant, etc. Donc, pareillement, ça m'a permis de faire le lien vers mon propre atelier.
Et ça, c'était des baux qui étaient temporaires parce que faut que ça puisse tourner. Ah, ça y est, je vais D'accord. commencer à faire des jeux de mots de potier. Du coup, pardon. Du coup, du coup, après, j'ai réussi à trouver le local que j'occupe là depuis 5 ans maintenant. Et c'était en faisant du bouche à oreille, en disant à tout le monde que je cherchais un local. Et du coup, à un moment donné, ça s'est bien aligné. Avoir un atelier en ville pour finir de te répondre, c'est pas facile parce qu'effectivement, ben, les loyers sont pas donnés, même si on trouve des opportunités pas trop excessives, on va dire. Euh, l'instauration du coup de cours pour soutenir aussi son activité, ça fait aussi partie du jeu, je pense, des ateliers de ville. Euh, mais c'est aussi parce que j'adore donner des cours que j'ai choisi de mettre ça dans mon modèle économique en fait. Mais on est tout le temps à la recherche de différents équilibres et à la fois de faire ce qui nous plaît et en même temps bah, des contraintes. Les Voilà. contraintes. Et tu dirais que l'emplacement, pour toi, c'est quand même un apport, tu vois, de visibilité, de vente. Tu as quand même beaucoup de gens qui viennent à ton atelier pour acheter tes pièces, ou est-ce que c'est plutôt lors des marchés, lors des salons, sur Internet que tu vendras tes pièces? Alors ça a vraiment été très fluctuant au fur et à mesure du temps. Et aussi au fur et à mesure de ma pratique, parce que du coup, passé un temps, et le quartier est un peu touriste, enfin, était très touristique à un moment donné. Il l'est beaucoup moins ces dernières années. Du coup, c'est plus là où je faisais des ventes un peu régulièrement à la boutique. Maintenant, c'est moins le cas. Aussi parce que je suis montée en gamme et que du coup, c'est peut-être plus forcément les budgets qui sont, Oui, enfin, c'est qu'on plus vient achat chercher. impulsif, quoi. Oui, C'est voilà, plus ça. un peu moins. Et puis, il y a aussi le fait que, eh ben, avec l'évolution de mon travail, là, j'ai aussi envie d'avoir un endroit qui soit un petit peu plus atelier et beaucoup moins boutique. Donc, enfin, tout ça, encore une fois, on s'adapte constamment à un environnement qui change un peu, mais aussi à un environnement interne, on va dire, les choses évoluent. Donc tu dis que ton travail a évolué. Donc toi déjà, en fait, ce qui te caractérise, c'est quand même la finesse des pièces. C'est là aussi la réflexion au niveau des lignes de tes pièces. Mhm. Donc tu dis que est-ce que tu peux nous parler déjà de ça, de ce que tu aimes dans ton travail, quelles sont un peu tes forces et ce qui te différencie, et et pourquoi tu as fait évoluer, et vers quoi en fait tu évolues petit à petit? Ok. Alors, effectivement, la finesse de mes pièces, c'est un peu une signature. Elle est venue complètement, alors, pas complètement par hasard, mais presque complètement par hasard. En fait, je pense que dès que j'ai appris à tourner, ça fait, c'était en 2013. Euh, j'ai toujours fait des choses un peu plus fines que d'ordinaire, on va dire. Mais cette finesse un peu extrême, elle s'est mise en place au fur et à mesure de ma pratique. C'est un peu, enfin l'anecdote, c'est que c'est parce qu'un jour j'avais préparé une trentaine de boules de terre avec un grammage particulier. Et en fait, quand je suis passée au tournage de la porcelaine, j'avais pas encore intégré l'énormité du retrait, on va dire, après cuisson. Du coup, j'en avais marre de faire que des petits objets. Donc, et ces boules, elles étaient prêtes. Donc, plutôt que de rajouter enfin, un peu de grammes sur chaque boule de terre, en fait, bah, j'ai étiré ma matière pour faire des objets un peu plus grands. Et en fait, après, c'est la pratique du geste qui s'installe et c'était un peu par hasard, mais c'était juste une piste que j'ai eu envie de suivre après et ça s'est fait vraiment très naturellement. Et pour la question des lignes, euh, je pense que ça, c'est un peu les réminiscences du dessin. En fait, j'ai toujours aimé dessiner, comme je disais. Et je sais pas, en fait, l'harmonie d'une courbe, c'est quelque chose que je trouve vraiment très émouvant. Du coup, ça a toujours été quelque chose à laquelle je me suis attachée, en fait. Mais c'est même pas. Je vais vers ce qui me contente, en fait. Et puis, en espérant après que ça contente d'autres personnes. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est établi. Je sais pas si j'ai oublié des. Non, c'est bien. Et la dernière question, c'était
Tu dis que ton travail a évolué petit à Ah oui. petit. Donc, en fait, rien avant, t'arrivais, tu vois, c'était peut-être des pièces plus simples et maintenant, c'est des pièces plus complexes. Donc, vers quoi t'évolues et qu'est-ce qui t'a poussé à évoluer? Et ben, en fait, ça rejoint un petit peu cette question des autorisations qu'on évoquait tout à l'heure. L'artisanat, c'était un socle qui m'a permis effectivement de développer et une gestuelle et une philosophie de la terre, parce que vraiment, c'est un enseignement incroyable, ce matériau. Euh, mais de la qualité de mes émaux aussi, une certaine palette chromatique. Et en fait, là, ce qui me rattrape, c'est justement ces envies plus artistiques, de faire plus de pièces uniques, d'être dans un propos en fait qui soit. Alors j'adore vraiment faire des bols. Et là, ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné et ça m'a fait du bien de recommencer. Mais ouais, c'est un peu cette direction que j'ai envie d'emprunter aussi, en fait, de m'autoriser à me dire, bah, je vais essayer maintenant de faire voilà, des pièces un peu plus singulières, on va dire, et on verra. Ok. Donc, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour tourner fin, justement? Alors, il faut être patient, il faut être hyper précis, mais la patience, c'est peut-être vraiment le mot, le mot-clé. Il y a une phrase d'une de mes profs de tournage, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a quand même plein de gestes de plein de personnes dans les mains, en fait, au fur et à mesure de notre apprentissage. Donc, c'était Marie-Laure Lévitan, et qui disait: Va doucement, je suis pressée. Et en fait, cette phrase, elle est pour moi magnifique, parce on a vraiment besoin de prendre le temps de mettre en place les choses et de les faire juste au moment où il le faut, pour que ensuite la suite elle se déroule très simplement. Et avec la porcelaine, parce que moi du coup je tourne la porcelaine principalement, avec la porcelaine elle réagit tellement rapidement et avec coopération, j'avais envie de dire, que du coup il faut être très attentif à ce qu'on dit et très clair dans sa parole. Enfin, j'arrête pas de montrer mes doigts comme ça, mais c'est parce que du coup il y a ce truc de la précision du geste qui est vraiment impérative. Et puis être à l'écoute, quoi, à l'écoute de ce qui se passe. Euh, L'écoute, c'est très important aussi. Nos mains sont nos oreilles quand on tourne. Je sais pas, je ne sais pas ce que je dis. Non, mais je comprends. Donc toi, là, on a parlé de tes pièces, on a parlé de tes lignes, mais l'autre caractéristique, c'est quand même tes émaux. Tu as des émaux, tu as des très beaux émaux, que tu travailles beaucoup avec des oxydes métalliques, pas forcément les colorants de mâche, je suis pas trop sûre, Pas du mais tout. bon, ça. Et donc, comment t'es tombée dans ce monde des émaux qui est quand même aussi un monde particulier? Comment tu arrives à gérer cette recherche des émaux en parallèle de ta production et en parallèle des cours? Et quel est le rendu aussi que tu souhaites obtenir avec ces émaux? Alors, les émaux, j'ai découvert ça avec la formation Adiolfi, en fait. C'était même quelque chose qui me faisait très peur parce que moi, j'ai un profil plutôt littéraire et du coup, tout ce qui était chimie, sciences, voilà, c'était un peu mon inquiétude. Et en fait, j'ai trouvé ça absolument, euh, enfin, j'allais dire étourdissant, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui est fascinant dans le fait de prendre plein de poudres différentes et voilà, de les mélanger, de les cuire et il se passe quelque chose. Alors toujours avec bien évidemment des précautions sanitaires absolument nécessaires, j'insiste là-dessus parce que voilà, on joue pas avec des matériaux qui sont anodins. Il faut en avoir conscience pour savoir ce qu'on fait par rapport à ça. Euh, et donc je suis tombé là-dedans, bah, c'est grâce à Xavier Durosel d'ailleurs, qui était notre prof d'émail à Dielfi. Euh, et puis bah, après, en fait, c'est ce jeu d'observation et de recherche. Alors, pas de colorant, effectivement. C'est pas dans une intention puriste, parce que je pense qu'on peut faire absolument librement tout ce qu'on veut, tant que c'est safe, on va dire, en céramique. Mais moi, j'avais envie, je crois, je crois que ce qui m'amuse, c'est la recherche. Donc, en fait, si je prends un truc qui est déjà tout prêt, tout calibré, ça m'intéresse pas forcément.
Donc voilà, je crois que le jeu, c'était de trouver, et c'est encore le cas en ce moment, de trouver une palette chromatique qui soit le plus étendue possible. Et du coup, ces recherches se nourrissant au fil des années, parce que j'ai des bases et après que je fais évoluer quand je peux et quand j'ai le temps pour répondre aussi. En fait, ça me permet d'aller petit à petit vers ce travail qui est un peu un travail de peinture avec émail aussi, et qui est en train d'émerger là ces derniers temps. Du coup, encore une fois, tout s'agence. Voilà, c'est comme la poterie. Ouais, t'apprends petit à petit, voilà, tout évolue, tout prend forme et tout, quoi. Euh, Toi, tu les poses comment, tes émaux? Tu fais, c'est du pistolet, c'est du trempage, alors c'est oui, quoi? en fait, c'est les deux. Je pulvérise mes émaux dans une cabine d'émaillage ce qui me permet aussi d'avoir ces dégradés, etc., très subtils. Et après, pour les émaux brillants, par contre, je les trempe. Et parce que là, du coup, ils snap très bien et que du coup, j'ai pas. Et il se passe aussi des choses particulière en trempant. En fait, encore une fois, tout est une question d'observation, de voir ce qui se passe au fur et à mesure des cuissons et des essais et des erreurs et des ratages aussi, parce que c'est ça aussi la leçon de la céramique. Et puis de ces observations-là, et ben après, on vient poser une intention un peu plus claire sur une pièce, en fait. Donc moi, vraiment, mes émaux, je les ai fait évoluer mais comme tout le monde, hein, enfin, je les ai fait évoluer au fur et à mesure des centaines de fours qui ont été faits sur toutes ces dernières années. Et voilà. Et si j'ai un conseil, parce qu'après, tout dépend aussi de la production qu'on a envie de faire. Mais si j'ai un conseil, si vous développez des recettes où c'est que du trempage, c'est quand même beaucoup moins fatigant et beaucoup moins. Enfin, et on peut avoir des résultats aussi très très beaux. En fait, on peut avoir de beaux résultats avec toutes les techniques. Je trouve que c'est Plus... moins fatigant le trempage, par exemple, que le Ah, pistolet. ah oui, bah alors, pour deux raisons, c'est que j'ai pas été très économe avec moi-même les premières années où je travaillais. Et à l'époque, j'avais pas de cabine d'émaillage et du coup, j'avais juste un petit truc, une pompe Ah, là. ah ouais. Donc je me suis tapé des heures et des heures, mais c'était, en fait, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'infliger ça parce que c'était vraiment pendant longtemps. Mais même après, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui est plus simple dans le fait de tremper. Enfin, c'est Oui, pas. c'est vrai que le pistolet, ce qui est quand même galère, c'est tout le nettoyage que tu as après. Tu vois, si tu utilises le pistolet que pour une mini session d'émaillage, c'est tout démonter, nettoyer ton pistolet, ça prend quand même du temps. Oui, mais il y a ça, mais il y a le fait que on est avec un masque, enfin, en fait, c'est pas. Oui, C'est c'est pas, pas moi, de toute agréable. façon, j'aime pas forcément. J'adore chercher des émaux, j'adore tourner, mais j'adore pas forcément émailler. On est obligé de le faire pour avoir les résultats qu'on veut. Donc, du coup, après, ce que j'aime, c'est faire les expériences et les expérimentations. Donc, du coup, mais encore une fois, tout dépend si on est en mode production, si on est en mode recherche. Là, on va pas avoir les mêmes rapports aux choses aussi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu une semaine type de Sika Gomez? Je sais que c'est difficile dans Ouais, la céramique, mais on va dire en en général. général. Une semaine type, ouais, ça change, ça change tout le temps. Je sais que c'est structuré par mes cours. Tu donnes Du beaucoup de coup, cours toi, dans la semaine? je donne 6 heures de cours. Enfin, j'ai trois cours de 2 heures en fait, que je vais réduire l'année prochaine parce que en fait, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et que du coup, il y a les cours en soi, et puis il y a tout le travail de gestion des pièces en amont, etc. Et ça, c'est, c'est beaucoup de temps qui est pris sur sa propre création. Bien que j'adore vraiment donner les cours, donc oui, le mardi, mercredi, en fait, c'est des 2 journées qui sont consacrées à ça. Après, généralement, je vais plutôt faire le travail administratif chez moi, parce que dès que je suis à l'atelier, j'ai envie de faire De faire quoi. voilà.
Donc du coup, c'est plutôt les après-midi et le soir, parce que je travaille plutôt tard. Euh, Tu commences pas forcément matin, toi, t'es plutôt du soir, ouais, toi. Après les c'est- soirs. bah, parce qu'en fait, le fait d'être en ville aussi, c'est-à-dire qu'on est aussi exposé au passage et aux rencontres récurrentes, et du coup, ça nous coupe aussi dans notre concentration. Le soir, il y a moins de passages et c'est plus facile aussi. Et puis après, c'est aussi un métier qui, en fait, c'est aussi des très très longues journées parce que en vrai, ça demande vraiment beaucoup de choses et d'énergie à faire. Pour faire tout ça, parce que il y a à faire les pièces, mais ça, c'est une partie du travail, Oui. c'est pas du tout l'entièreté du boulot, quoi. Ah ben c'est clair. Après, le fait de vendre, le fait de, voilà, de faire tout l'administratif, en général, je pense que ce qu'on dit, c'est que, allez, c'est peut-être un gros tiers du travail, c'est de faire ses pièces et tout. Peut-être, ouais. Et ensuite, c'est le fait de, ben, d'amener ses pièces pour les vendre, de faire tout l'administratif, de se faire connaître. Mm. Alors moi, je sais pas si je suis à un tiers, en vrai, mais peut-être que je devrais Oula, pardon, mon téléphone vient de tomber. Et je disais Toi, peut-être que je devrais m'organiser un peu mieux, en fait. toi, 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 t'estimerais quelle proportion de ton temps entre le fait de faire et le fait après de travailler pour te faire, pour vendre et pour te faire connaître? Eh ben, en fait, en vrai, je sais pas parce que je crois que je cherche encore cet équilibre-là. Si, dans l'idéal, en fait, il faudrait que je puisse déléguer des choses parce qu'il y a un moment donné, en fait, on peut pas tout faire bien, tout D'accord. seul. Euh, du coup, euh, du coup, il y a forcément un truc où on est obligé un petit peu de sacrifier. Et comme je suis un peu exigeante, pour l'instant, je ne fais pas ça. Mais donc, là, je suis une mauvaise élève pour ça, en fait. Je peux pas donner des conseils là-dessus parce que je suis pas bonne du tout. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que beaucoup de céramistes sont confrontés à ça. Mm. Donc toi, tu disais qu'aujourd'hui, ton mode de vente avait évolué. Tu dirais que toi, tu vends où aujourd'hui tes pièces? Alors, donc je vendais un petit peu à la boutique, c'est plus le cas maintenant. J'avais des boutiques, enfin des revendeurs du coup aussi avec lesquels je travaillais. Euh, et ça aussi, ça a un petit peu évolué avec le contexte économique de maintenant. Et ensuite, je fais des salons, ben, genre le Festival de céramique Paris 11 ou Saint-Sulpice. Enfin, en fait, j'ai pas de voiture, donc je me suis toujours dit, il faut que je mette cette énergie sur des temps, voilà, qui soient pas enfin que ce soit pas trop compliqué à organiser. Enfin, c'est énormément de travail, donc du coup, je peux pas faire ça souvent. Euh, Là, je vais tenter maison et objets à la rentrée. C'est une nouveauté. C'est bien. C'est encore un autre, ça t'ouvre encore un autre public. Eh ben oui, je sais pas du tout. Ça me fait un peu peur en vrai, mais il faut traverser le mur de la peur. Tu regarderas, j'avais interviewé une céramiste qui, elle ne vendait que sur maison et objets. D'accord. Ah ben je vais voir. Oui, Mm. merci. C'est, Mais du coup, voilà, là, en fait, l'environnement économique change, mais pour plein de raisons. Aussi parce qu'il y a de plus en plus de céramistes, que en fait, ce qui était... Parce que moi, quand j'ai commencé, on était très peu, par exemple, à donner des cours sur Lyon. Du coup, enfin, tous remplissaient très facilement, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, en fait, ça demande à repenser un peu son modèle. Et puis, enfin voilà, on s'adapte en fonction de ce qui. Mais c'est bien parce que du coup, ça fait bouger aussi nos petites lignes de confort, quoi. Donc, mais c'est pas très confortable du tout. Mais ça permet d'évoluer, quoi. Ouais, ça remet en perspective, oui. Et je pense que là, il y a beaucoup de céramistes qui vont s'installer. Et peut-être qu'à un moment, ben, ça va se niveler. Peut-être qu'on arrivera à ce stade. Ouais, on verra. C'est, Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu vis de la céramique? Alors, bah, ça fait 10 ans que je fais ce métier et que je le fais exclusivement. Donc, du coup, je peux dire que oui. Euh,
quand j'ai commencé, enfin, en fait, au sortir de la formation, donc avant que il y a eu une année, en fait, où il y a eu besoin de faire maturer un peu tout ce qu'on avait vu aussi, etc. Et puis de trouver, enfin, puis de décanter parce que c'était, enfin, voilà, c'était un an, une année très très intense. Donc les 2 premières années, je travaillais à côté. J'avais la pratique de l'atelier. Enfin, en fait, j'avais 2 boulots plus la pratique de l'atelier. Et puis après, petit à petit, j'ai pu être. Après, je suis devenu prof de céramique dans une asso. Et je développais mon activité. Et puis ensuite, ça a été tout à mon compte. Et ça a été progressif. Les premières années, j'ai oublié le début de la question. C'est ça. C'était bon, Bon, c'était bon. T'avais bien répondu à toute ta question. merci. Pour terminer, est-ce que tu aurais 3 livres qui t'inspirent ou est-ce que voilà, ou 3 sources d'inspiration, on va dire concrètes, Mhm. ou 3 céramistes qui t'inspirent, voilà, comment, ou 3 artistes qui t'inspirent? Eh ben, je vais faire un petit mix de tout ça. Alors, du coup, il y a un livre que je recommande vraiment qui est L'arrière-artisanat de William Morris. Je l'ai posté plein de fois parce qu'en fait, vraiment, ça part de la question de l'ornementation dans les arts appliqués. C'est un discours qui a été fait post-révolution industrielle. Et c'est le fondateur du mouvement Art and Craft, du coup. Ouais. Et du coup, ce qu'il y dit, enfin, ce qu'il dit dans ce discours qui date de 1895, je crois, c'est d'une actualité saisissante, en fait. Et la question de pourquoi, en fait, dans les objets artisanaux ou les arts appliqués, il y avait du beau. Et après, lui, il critique justement cette évolution de la révolution industrielle qui réduit les coûts et qui, enfin, du coup, c'est toute une interrogation sur le travail qui est vraiment, enfin, moi, je l'ai offert plein de fois parce que j'adore ce livre. Euh, Après, sinon, bah, si les céramistes, ceux qui me viennent un peu comme ça spontanément, c'est Lucierie et Hans Cooper. Et après, en fait, j'en aurais 1000, mais je saurais pas qui dire, surtout avec justement maintenant Internet, etc. En fait, on est nourri constamment d'images, de propos, etc. Et tout ça, en fait, ça fait de nous un espèce de véhicule et on ressort ça enfin, de notre manière à nous. Dans ce que l'on fait. Donc, j'ai pas spécialement de référence particulière, mais il y en a plein, en vrai. C'est, Ah oui, c'est toute la créativité actuelle qui peut aussi, ouais, Ah oui, oui, puis il y a des trucs fantastiques. Enfin, vraiment, il y a des travaux fantastiques, quoi. C'est, mm. Bon, ben trop bien, Sika. Donc là, toi, ça veut dire que tu vas à Saint-Sulpice cette année? Et non, pas cette année, Au mais Tupinier. comment? Tu vas au Tupinier ou Non à plus. Saint-Sulpice? Tu fais. Non plus, du coup, Saint-Sulpice, enfin bon, bref, peu importe. J'ai oublié, enfin, j'ai fait passer les délais parce que, comme je disais, je suis pas très organisée, donc voilà, là, c'était un peu dommage. Et du coup, non, je vais faire maison et objets, là, du coup. Bon, ben trop bien. Mais ça, franchement, c'est quand même un rendez-vous énorme Oui, et c'est encore une nouvelle voie que tu prends. c'est ça. Mais en tout cas, j'espère pour toi que ça marchera. On croise les doigts. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Sika. Plaisir. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'interview et ben, bonne continuation Bah, et au plaisir. Merci. également, bonne journée à tout le monde. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.